Faire une page juste devant, à portée de main. Nicole Biaggioli va intervenir sur un thème un peu différent, enfin on peut dire. Vous allez nous parler de comment, chez Barberousse, avec Barberousse, on passe de la narratologie à la formation, si j'ai bien compris. Oui, c'est un peu venir de l'autre côté. Je viens de la littérature et je viens de la narratologie, la science des récits, mais les récits, ça peut prendre toutes sortes de formes, y compris cinématographiques, y compris musicaux. Finalement, c'est en fait le récit qui m'a poussé à évoluer dans ma carrière. J'ai commencé par étudier tous les récits, à commencer par l'Odyssée, en grec d'ailleurs. Et puis, petit à petit, il m'est arrivé une aventure un peu semblable à celle du héros que l'on vient de regarder, c'est-à-dire que je travaillais sur la littérature et j'ai été nommée dans un institut de formation des enseignants. Et donc, j'avais le choix, ou bien de me séparer avec une vie de chercheur qui ne travaillerait que sur la littérature et une vie de formateur qui ne travaillerait qu'à passer le métier d'enseignant, ou bien à essayer de trouver des passerelles. Et pour moi, la passerelle, ça a été le récit. Parce que le récit, c'est dans toutes les cultures, c'est complètement transculturel. Vous voyez, on a passé 2 heures ensemble à regarder quelque chose dans une langue que peu d'entre nous sans doute connaissent, mais il n'y avait pas que la langue, il y avait le clair-obscur, il y avait les plans, il y avait les visages, il y avait tout ça, tout ce qui nous a émus. Le récit, ce qui le caractérise, c'est que c'est un don. Donc il faut le mériter aussi, il faut le rendre. Un récit, on l'écoute, mais le fait de l'écouter, c'est une écoute active, c'est une écoute extrêmement importante. Et je crois que là aussi, il faut bien prendre conscience que ce que nous venons de faire, c'est l'écoute d'un récit. Donc je souhaiterais dire simplement quelques mots pour que nous reprenions peut-être conscience que lorsqu'on utilise un récit ou de l'art pour s'en servir en formation, on a bien raison. Parce que la fiction, ça dit toujours une sorte de vérité, et ça la dit bien autrement que la science ou que l'enseignement. Mais il faut aussi lui accorder sa place et comprendre que dans son ordre, un film, ça fait partie d'une culture. C'est très intéressant de l'utiliser en formation, parce que ça permet de faire des choses que des écrits, comme les écrits des médecins hollandais ne permettent pas de faire, mais que lorsqu'on utilise un objet dans la formation, un outil de formation, il faut aussi apprendre à bien le connaître et apprendre aussi quelles en sont les limites. Donc c'est un peu dans ce sens que je vais orienter ma reprise des quelques scènes que nous venons de voir ce soir. D'abord, qu'est-ce qu'un film, enfin un récit filmique? Eh bien, il a une structure profonde et puis il a toute la réalisation de la narration. Et ce narrateur, ben, c'est Kurosawa, donc il a mobilisé des acteurs, il a mobilisé toute une équipe pour tourner, et il a planifié un scénario, il a fait le montage, voilà. Donc il a fait quelque chose pour nous. Donc qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Alors, dans la structure profonde, il y a des choses que vous avez certainement ressenties, ma collègue vient d'en reparler. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de couples, ça va par paire, hein, et ce dédoublement constant est vraiment planifié pour nous montrer qu'il y a toujours un rapport à l'autre. On ne se reconnaît pleinement que lorsqu'on accepte de se mettre à la place de l'autre. Alors, on a vu qu'il y avait déjà deux... Enfin, là, vous n'avez peut-être pas vu, on ne l'a pas précisé, mais il y a 2 parties dans le film. La première partie, il y a 2 personnages qui représentent les patients, Rokosuke et Taashi, qu'on a vu donc mourir.
Dans la deuxième partie, il y a deux personnages, Otoyo et Osho le petit rat, qui représentent deux autres patients, mais vous remarquerez que dans la première partie, ces patients qui meurent sont âgés, et dans la deuxième partie, ces patients qui survivent sont jeunes. D'autre part, vous avez le couple vraiment qui fonde le film, c'est le couple du maître et du disciple, Barberousse et le disciple. Alors, la petite, disons, la petite nouveauté qui est introduite là entre le maître et le disciple, c'est que le disciple est disciple à son corps défendant. Jusqu'au dernier moment, il se défend et après, il fait, vous l'avez entendu, il fait amende honorable, il dit je ne comprenais pas, j'ai méprisé le dispensaire. Mais ce que vous n'avez pas vu, parce qu'on vous a frustré de la fin, vraiment, c'est que Barberousse, à la fin, lui rend la monnaie de sa pièce. Et quand définitivement converti, Yasumoto lui dit qu'il veut rentrer au dispensaire et qu'alors qu'on lui offre la place qui est convoitée au début, la place de médecin du shogun, il ne veut absolument pas la prendre, il veut rester avec lui au dispensaire. À ce moment-là, c'est Barberousse qui fait sa petite coquette et qui lui dit non, il n'en est pas question, je ne veux pas, bien sûr pour ne pas avoir sur la conscience le fait de le priver d'une carrière, et ce n'est que vraiment quand il est sûr que c'est le choix profond de Yasumoto qu'il l'accepte dans son dispensaire. Donc on a le maître et le disciple avec cette espèce de transformation finale symétrique qui fait de Yasumoto le père légal de Barberousse. Et puis on a aussi ce couple, donc je n'y insisterai pas, mais très fort, qui est celui d'Otoyo et de Yasumoto, parce qu'ils échangent le rôle de patient et de soignant. Or, ça, moi, je ne suis pas du tout de l'univers du soin, je suis de l'univers de l'éducation, mais nous avons exactement les mêmes problèmes, et je pense aussi qu'il est important, lorsqu'on travaille dans la formation, que ce soit des soignants ou des enseignants, il est important d'avoir le regard d'une autre discipline de formation. C'est important de sentir qu'ailleurs, il y a les mêmes préoccupations. Quelles sont ces préoccupations ? J'en vois deux principales qui sont dans les deux champs. La première, c'est qu'il faut opérer une transformation. Et la définition d'un récit, c'est que c'est une façon de raconter des événements et des faits et des comportements qui montrent une situation de départ, une sorte de système en équilibre, une situation d'arrivée, et au milieu, à cause de quelque chose qui est arrivé, une transformation du système initial, qui, en l'occurrence, là, est une personne qui avait des idées, qui avait un projet. Il va être transformé, et ensuite, il va petit à petit accepter ce qui se passe en lui et choisir finalement un autre état. Là, on le voit très clairement parce que, en fait, il reste dans l'univers de la médecine, mais il a totalement changé de projet, de point de vue et de valeur sur ce que peut être le rôle professionnel d'un médecin. Le deuxième souci qu'a tout formateur dans un groupe professionnel, enfin dans une profession, c'est de rendre celui qu'il forme autonome. C'est vrai pour l'enseignant, pour un élève, mais c'est vrai aussi pour un formateur d'enseignants. Le rendre autonome, ça veut dire justement qu'à un moment donné, il doit cesser d'être disciple et en quelque sorte décider par lui-même, voler de ses propres ailes. Et pour cela, on a toujours le souci d'alterner la théorie et la pratique. D'où l'intérêt de ce film qui montre bien qu'on a pu apprendre dans les livres, mais que la pratique au contact des autres, au contact des collègues, au contact des soignés, c'est vraiment très important. La structure donc, que je viens d'évoquer, c'est la structure profonde d'un récit et de tout récit.
montrer une transformation. Mais c'est aussi la structure que quelqu'un qu'on interroge sur sa vie, si vous lui dites comment vous avez fait pour être sur ce lit d'hôpital, ou comment vous avez fait pour devenir infirmière ou pour devenir médecin, il va vous donner des étapes de sa vie et il va le structurer comme ça. Et peut-être qu'avant, il n'avait pas conscience de cette transformation, mais il va faire sens avec tout ça. Et donc, le récit, c'est ce qui donne du sens. Mais pour autant, ce que je pense être vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'il a été fait par un grand conteur, mais un conteur qui se méfie beaucoup du récit. Et qui se méfie du récit parce qu'il va le briser, le déconstruire. Et c'est salutaire pour montrer que le récit, bon, vous savez, il y a un prototype de la conteuse, c'est Scheherazade. Scheherazade qui séduit le sultan chaque soir parce que sa vie est en jeu. Si le récit séduit, il n'est pas, bien sûr, dans son rôle de permettre de donner du sens et de devenir autonome, parce qu'on a en soi-même la possibilité de revenir sur ce qu'on a vécu et de le mettre à distance et d'en faire de l'expérience. Alors, je voudrais, pour finir, réfléchir sur les façons dont Kurosawa s'y est pris pour à la fois utiliser toute notre propension à nous projeter dans les personnages, faire une place importante à ce qu'on appelle les savoirs, le savoir d'émotion, tout autant que le savoir de raison. Il a sa place, parce qu'on apprend beaucoup par l'émotion. L'émotion peut nous permettre de mieux pénétrer les comportements humains et le sens de la vie. Mais il s'y est pris de façon assez subtile. D'abord, dans le traitement du personnage. Je pense qu'il a été certainement aidé par son acteur. Non, on dit qu'ils se sont beaucoup disputés, que l'acteur n'était pas très content parce qu'il a dû garder la barbe pendant 2 ans et ça lui a fait rater des rôles très juteux pour lui. Mais en fait, on voit qu'il hésite d'une part entre culturellement dans quelque chose de très important qui est le rôle du samouraï, et dans cette société, le samouraï, c'est quand même celui qui est au service des pauvres, de la veuve et de l'orphelin, mais aussi vers un traitement du contre-héros. On voit que c'est un héros qui est, ou l'anti-héros, c'est un héros malheureux, Barberousse, et d'ailleurs son disciple est aussi malheureux. Le médecin doute, le médecin se sent impuissant, et le médecin se sent perdu, quel que soit son degré d'expertise. Et c'est ce que l'on voit bien. Je pense qu'il faudrait aussi relire tout ce qu'on vient de voir, un peu à rebours, et se rendre compte que Barberousse est quelqu'un de très... qui apparaît comme fragile, et c'est peut-être ça sa force. Le deuxième point, c'est la multiplication des récits. On a vu, ma collègue a bien expliqué que tous ces personnages, en fait, se sentaient apaisés lorsqu'ils avaient pu parler. Alors, dans l'économie globale du film, il y a quelqu'un qui ne peut pas parler, vous l'avez vu agoniser, il n'est pas en mesure de parler, c'est Rokosuke, le vieux laqueur, mais par la suite, c'est sa fille qui vient tout raconter et se repentir non, c'est sa femme qui s'est repentie, non, sa fille qui se repent d'avoir laissé tomber son père, voilà. Donc, tous les personnages ou se racontent ou sont racontés. Et ça, c'est aussi une façon de revenir sur un point important du récit. On ne peut parler de quelqu'un que lorsqu'il est mort. Sa vie complète, on ne peut la raconter qu'une fois qu'il est mort. Donc, le récit, ça va vers la vie, mais aussi ça va vers la mort. Et ça permet aussi de transmettre par la culture, au-delà de la mort, une communauté de pensée, de culture et d'échange. Donc, beaucoup de récits. De ce fait, on ne peut pas avoir une
une vision linéaire. Il y a des tas de récits qui se mettent en valeur, mais qui diffractent. C'est une sorte de mosaïque. Il n'y a pas une seule vérité dans ce film. La deuxième chose, la troisième chose, puis maintenant, et c'est là-dessus que je voudrais terminer avant d'arriver à la fin, qui sera le silence. Mais vous savez, heureusement, le montage des extraits était superbement fait. Vous avez vu que pour introduire le personnage de Otoyo, vous ne l'avez pas vu directement, vous avez vu le journal que tient Yasumoto. Alors ça, c'est un point important. Ça veut dire que à l'intérieur même du film, et au moment où le personnage de Yasumoto devient commence à acquérir son autonomie, il devient adulte dans le métier, il passe au journal, et au journal qui note les faits. Et il en est félicité par Barberousse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passe à un écrit qui n'est pas une remise en forme, mais qui note patiemment, qui est un véritable outil de travail, et qui note tout ce qui se passe. Et là, bon, finalement, les progrès ou les régressions, à la fois dans le physique et dans la psychologie de cette jeune fille. C'est quelque chose qui utilise l'écriture pour mettre à distance et pour réfléchir. Et Barberousse dit qu'il va lui-même s'en servir. Et enfin, le silence. Il y a beaucoup de silence dans ce film. C'est un film qui, par bien des côtés, ressemble à un roman, qui est un écrit, puisque quand le personnage parle de sa propre vie, le personnage qu'on a vu au début, Taashi, de temps en temps, il parle, et puis de temps en temps, on voit les scènes se réaliser, comme dans un roman, où il y a un narrateur, puis il y a des personnages, et puis il y a des passages qui seraient dignes de films muets, avec des regards échangés, avec des postures. Notamment, moi, ce que je retiens, c'est le rôle des allongés. Il y a, bien sûr, du fait de la civilisation japonaise, les gens ne sont jamais très hauts, ou alors on ne les montre pas très hauts. Si vous vous rappelez le moment où la jeune fille est en train de mendier, elle est sur un pont, elle mendie, mais quand même elle est rehaussée, et lorsque Yasumoto la cherche, vous voyez qu'il est en bas. Donc il y a vraiment tout un travail très très important sur les postures, et ça, avec la lenteur qui nous permet d'en prendre conscience et d'en être imprégné. Donc il y a beaucoup de silence, mais un silence qui est communication, qui ne passe pas par les mots. Et ça, je crois aussi que ça nous permet de réfléchir à tout ce que l'on peut attendre d'un récit, mais avec certaines précautions, c'est-à-dire ne pas accorder foi à un seul récit. Les gens changent, ils peuvent faire des récits très différents, des mêmes faits qu'ils ont vécus. Il n'y a, par rapport aux faits, il n'y a jamais qu'une seule personne. Si nous traitons d'un malade, nous avons tous notre vision, nous avons tous des récits différents à faire et à confronter dans des équipes soignantes, par exemple, et aussi savoir ce qui se passe à travers le silence. Le silence et la ponctuation de la communication. C'est comme en musique. La musique, c'est l'art des sons, mais c'est aussi l'art du silence. Et je pense que la communication et le soin doit faire aussi la part du silence, mais un silence, bien sûr, qui n'est plus gêné, qui reconnaît l'autre et qui donc soigne.